Bienvenue à toutes et à tous. On va laisser le temps aux gens de nous rejoindre. Marie, c'est peut-être pas que moi. Ta vidéo est... OK. Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Encore une fois, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, en fonction du lieu où vous vous trouvez. On va démarrer ce webinaire qui a l'honneur de la présence de deux des candidats sur la liste pour les européennes, la liste des écologistes pour les européennes. On a Marie Toussaint, notre tête de liste, et puis Michael Vincent, qui est colistier. On a aussi l'honneur de la présence de Mélanie Vogel, qui est coprésidente du Parti vert européen et sénatrice. Oussama Laraichi est là un peu en backup. Il est co-secrétaire des écologistes hors de France. Céline Ramstein est co-secrétaire du groupe Amérique du Nord et moi-même, je suis Jean-Baptiste Demelet-Bohn-Fellner. Je suis trésorier pour Europe Écologie Les Verts hors de France et puis conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on va parler des européennes. Vous savez que nous voterons le 9 juin et c'est important qu'on soit mobilisé le plus possible, non seulement pour voter, mais pour prendre des procurations également. Et puis, je vais laisser la parole maintenant à Michael, qui est colistier, qui vit à Bruxelles, lui aussi français de l'étranger, qui va prendre la suite. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonjour et bonsoir à celles et ceux qui se sont donc connectés. Je suis Michael Vincent. Je suis économiste de profession. J'ai 35 ans et j'ai le plaisir et l'honneur de représenter aussi voilà, la région des Français hors de France sur cette liste des européennes colistiers donc de Marie Toussaint qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Français vivant à l'étranger depuis près de 15 ans, effectivement, je suis passé par Londres, maintenant à Bruxelles. J'enseigne également aussi à la Sorbonne et puis je suis engagé depuis un bon moment sur les questions européennes, économiques et financières, notamment du côté des ONG. J'ai eu le plaisir il y a 5 ans de cofonder l'ONG Green Intervention, constatant un petit peu les tendances qui dominent encore en économie et en finance, le court-termisme, l'accumulation, les inégalités, la logique extractive, l'exploitation des ressources, pour ne citer que celle-ci. Français hors de France, donc je sais l'importance de l'Europe sur la scène mondiale qui peut faire prescription. Comme ce qui est fait ici à Bruxelles, voilà, peut avoir un impact pour tous, et donc aussi pour les Français de l'étranger, pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, parfois, j'en sais quelque chose, puisque j'étais à Londres quand le Brexit est arrivé, et d'ailleurs, le Brexit n'est pas innocent à mon départ vers Bruxelles. Dans cette campagne, voilà, j'ai le plaisir donc de porter les réformes nécessaires pour une économie sociale et soutenable en Europe, une économie de la post-croissance comme moyen de la soutenabilité climatique et du vivant, plutôt qu'une course au profit, laissant le plus grand nombre de côté. J'ai eu le plaisir de contribuer un petit peu à l'écriture du programme sur ces sujets notamment. Et il est disponible en ligne depuis une semaine. Je vous encourage fortement à y jeter un œil. Il est très complet et très pédago et s'articule vraiment bien avec les autres dimensions. Donc je vous recommande, c'est une bonne lecture. On a déjà eu l'occasion de parler économie, donc voilà, je vais être bref. Vous êtes surtout là pour écouter Marie et Mélanie, c'est elle que vous êtes venus entendre. Et puis, vous pouvez toujours retrouver notamment voilà, le webinaire qu'on a fait sur les questions économiques et financières sur la chaîne de la région écologiste hors de France. Et puis moi-même, en tant qu'économiste, j'ai le plaisir aussi de proposer quelques articles vidéos pédagogiques sur le sujet. Donc, je vous encourage à aller jeter un œil là-dessus. D'ailleurs, pour la campagne, on a fait une petite série de vidéos axées sur le Parlement européen, puisqu'on est à Bruxelles, avec le groupe local de ELV Belgique. Mais la campagne des européennes, côté écolo et côté français de l'étranger, c'est aussi des actions sur le terrain, bien sûr, avec les groupes locaux, à Londres, à Berlin, à Bruxelles. On a fait des meetings, des porte-à-porte. Ça continue, donc on vous encourage à aller voir les groupes près de chez vous si vous ne les avez pas encore contactés. Et puis des événements voilà, organisés par le bureau de la région, comme le webinaire dont je parlais, qui avait lieu le 27 mars et dont le replay est disponible sur la finance et la transition écologique, ou comme ce webinaire ce soir, mais il y en a d'autres à venir. On aura l'occasion d'en discuter. Il nous reste un mois pour se mobiliser, pour porter l'écologie, la lutte contre le dérèglement climatique, que nous représentons bien hein, ici dans la liste des écologistes, mais qui doit résonner encore plus fort dans cette campagne. Mais je suis certain que Marie le dira mieux que moi.
Marie, comme tu le sais, ça nous fait plaisir déjà de t'avoir avec nous ce soir. Du 6 au 9 juin, des millions d'Européens, comme nous tous ici, seront appelés à contribuer à façonner l'avenir de la démocratie en Europe lors des élections européennes. C'est bien ce qui nous amène ce soir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être avec tes mots, quels sont les enjeux de cette élection européenne et pourquoi il est important de voter pour notre liste des écolos? Merci Mickaël et merci à toi aussi de porter haut et fort les couleurs de l'écologie pendant cette campagne des européennes. Peut-être avant de répondre à ta question, quelques mots pour me présenter. Je suis Marie Toussaint, je suis bordelaise, j'ai 36 ans, je suis élue depuis 5 ans et avant ça, j'étais juriste et j'ai fondé une association qui s'appelle Notre Affaire à tous et qui a emporté des victoires importantes pour le climat et la biodiversité. Par exemple, en menant l'affaire du siècle, cette action en justice contre l'État français pour une action climatique qui a réuni 2,5 millions de signatures. On a gagné. Ça a permis d'infléchir un petit peu, mais un peu trop peu, la politique menée par la France et on fait actuellement face à de grands reculs qu'on peut constater aussi sur l'action en justice qu'on a gagnée sur la biodiversité avec le retrait en réalité du plan Éco-Phyto en France. Mon combat, c'est donc un combat pour le climat, pour le vivant, pour la justice aussi. Je viens d'ATD Quart Monde, qui est une association de lutte contre la pauvreté en France, en Europe et à travers le monde. Et c'est quelque part le combat qui guide chacun de mes pas que de défendre l'égale dignité et le droit de chacune et chacun à pouvoir vivre dignement sur cette planète. Et c'est donc tout naturellement que mon combat s'est porté au niveau européen parce que l'Europe est la bonne échelle pour agir. Et donc, Michael, je vais te demander de reposer la question, comme ça on raccroche un peu tout le monde après cette présentation. Je pourrai y répondre avec grand plaisir. Je remercie aussi Oussama, Mélanie et tout le monde de l'organisation de ce temps d'échange. C'est absolument crucial pour moi de pouvoir avoir ce temps d'échange avec les Françaises et les Français de l'étranger un peu partout à travers le monde. Je pense qu'on est devant des enjeux et des défis qui sont absolument cruciaux, qui concernent l'avenir tant de l'Europe que de la planète et de l'humanité, et donc voilà, de chacune et chacun d'entre vous. Et donc important qu'on puisse prendre le temps d'échanger sur cette question. Michael, vas-y. Non, non, mais te mets pas la pression, puisque la question était surtout là pour entendre dans tes propres mots un petit peu comment tu voyais les enjeux de cette élection et pourquoi il était important de voter pour les écologistes. Par ailleurs, voilà, les questions plus pièges, à mon avis, arriveront dans une seconde moitié, parce que vous savez qu'on l'a peut-être pas dit, mais après une intervention de la part de Marie et de Mélanie, bien évidemment, vous aurez tout le temps de poser vos questions grâce à la fonction questions-réponses de Zoom. Et on se fera un plaisir de répondre tous les trois en tant que colistiers à vos questions. Pardon. Vas-y, Marie. Bon, bah merci. Je me mets pas la pression. C'était juste pour accrocher un peu tout le monde. Donc, l'Europe est effectivement la bonne échelle pour agir. Moi, je veux dire d'abord que, et Mélanie Vogel aura le temps, je pense, d'y revenir, l'Europe, c'est un enjeu crucial pour les écologistes. On a toujours été le parti le plus pro-européen, le parti le plus pro-fédéraliste. Ce que nous avons été, nous le sommes et nous le resterons. Nous avons été le premier parti, d'ailleurs, à se constituer au niveau européen, le plus cohérent aussi. Et c'est important dans cette campagne, dans laquelle il y a beaucoup de divergences, entre les partis membres de même famille politique, mais en provenance de différents pays, que de rappeler cette constance et cette cohérence des écologistes. Alors pourquoi cette élection, elle est importante? Et pourquoi, d'ailleurs, je défends l'idée qu'elle est la plus importante peut-être pour les élections européennes, pour l'avenir de la planète de l'humanité depuis 30 ans? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a 30 ans, l'Europe était face à un choix crucial. C'était la chute du mur de Berlin et il fallait nous poser la question d'est-ce que nous souhaitions ouvrir l'Union européenne, le projet européen, projet d'une terre des droits et libertés qui repose à la fois sur l'état de droit et la défense des droits humains, à tout un tas de nouveaux pays en provenance de l'Europe de l'Est qui souhaitaient se joindre à cette grande aventure de paix et de prospérité partagée qu'était l'Union européenne. Sauf que ce projet est aujourd'hui menacé par la montée des nationaux-populismes, de l'extrême droite, qu'on constate à travers le monde. Je pense que sur chacun de vos territoires, vous pouvez l'observer, mais aussi au sein de l'Union européenne, et j'y reviendrai, mais avec un projet qui vise à détruire les valeurs européennes, évidemment, et l'Europe de l'intérieur. Nous sommes aussi sous le coup, bien sûr, de l'attaque de Vladimir Poutine, d'impérialistes qui peuvent s'étendre à Xi Jinping, par exemple, qui veulent porter atteinte tant au projet européen et à sa force, sa potentielle force, en tout cas économique, et au projet européen en tant que tel, ce projet de démocratie, d'état de droit, de paix partagée. Ces élections sont aussi importantes
parce qu'on vit partout à travers le monde, dans nos chairs, les effets du dérèglement climatique. Ce sont les confinements climatiques en Asie du Sud-Est, ce sont les centaines de morts en Tanzanie et au Kenya liées aux inondations décuplées par le dérèglement climatique ces derniers jours. Au Brésil, évidemment, on compte aussi des centaines de morts. Et c'est aussi sur le territoire européen et hexagonal, ces inondations à répétition, ces feux de forêt, ces maladies chroniques, ces allergies, mais aussi ces cancers trop souvent mortels et de façon prématurée, qui touchent de façon croissante la population parce que nous n'avons pas su être à même de protéger notre environnement et que eh bien, nous faisons partie du vivant et que si nous voulons protéger l'humanité, nous devons prendre soin du vivant. C'est pourquoi je dis que c'est en danger, parce que aujourd'hui, sous l'influence de l'extrême droite, les droites ne cessent de porter atteinte à toutes les politiques de protection de l'environnement qui ont été patiemment élaborées, pas seulement dans ces dernières années avec le pacte vert, mais en réalité, dans les 10 à 20 dernières années, que ce soit les quelques petites mesurettes en fait, environnementales qu'il y avait dans la politique agricole commune, ou la démocratie environnementale, les aires marines et terrestres protégées, tout ça est sous le coup d'attaques puissantes de la part tant des lobbies que du Parti populaire européen, de la droite européenne, qui a appelé un moratoire sur les législations environnementales pour mieux cacher les grands reculs auxquels il voulait en réalité donner naissance, que les libéraux d'Emmanuel Macron qui ont appelé à une pause réglementaire environnementale européenne qu'on constate dans toutes les politiques qui sont menées, que ce soit en France ou au niveau européen. Évidemment, l'extrême droite qui a appelé à l'abrogation pure et simple du pacte vert et aussi, malheureusement, avec la complaisance, la complicité passive du groupe socialiste qui vote pour des mesures telles que les méga-camions à moitié pour les OGM, le retour de l'austérité en Europe qui entravera toute capacité d'investissement dans notre avenir ou encore ce fameux détricotage environnemental de la PAC. Et donc, que ce soit pour préserver le projet européen des attaques étrangères, pour préserver le projet européen des attaques de l'intérieur par les nationaux populistes ou pour sauver l'humanité des attaques que la coalition des droites veut porter à toutes les législations de protection du climat et de la nature, ces élections, elles sont absolument indispensables. Pour résumer en 2 mots, je dirais que le 9 juin se joue l'enjeu, la question qui est posée aux Européennes et aux Européens sur le territoire européen et à l'étranger, de savoir est-ce que c'est le pacte brun, l'alliance entre l'extrême droite et le climato-scepticisme, ou est-ce que c'est le pacte vert, la poursuite, voire l'accélération de la bifurcation écologique, une bifurcation écologique qui soit cette fois juste, parce qu'elle libère les capacités d'investissement et qu'elle crée les protections sociales dont nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle nous portons le projet d'un État-providence écologique européen qui permettrait d'agir à la bonne échelle pour le climat comme pour la relocalisation de l'économie. Nous avons arraché ces dernières années des grandes victoires, le pacte vert, de nouveaux objectifs climatiques qui sont encore trop faibles, mais qui constituent quand même une avancée par rapport à ce qu'il y avait avant, la création d'un fonds social pour le climat, la lutte contre la déforestation à travers le monde qui peut vous concerner sur vos territoires, ou encore l'interdiction de l'exportation des invendus textiles. Là, je pense en particulier aux Chiliennes et aux Chiliens qui se retrouvent avec ces invendus textiles sur leur territoire, en particulier dans le désert de l'Atacama. Ces victoires, il faut aujourd'hui les protéger. Mais l'Europe, elle sert aussi à protéger les intérêts des Françaises et des Français d'étrangers que vous êtes. En particulier quand vous vivez à l'étranger, par exemple en Chine, pour ne citer que la Chine, mais aussi en Afrique, en Amérique, que ce soit latine ou du Nord, l'Union européenne est aussi le bon niveau pour réguler l'économie mondialisée et pour défendre les droits de chacune et de chacun face à des régimes qui sont parfois des régimes dictatoriaux. C'est en agissant depuis l'Union européenne, en agissant en Européens, en tant que bloc, que nous sommes à même de faire face à ces grandes puissances économiques qui s'organisent à travers le monde, parfois en portant un projet contraire aux valeurs qui ont fondé l'Union européenne, un projet de paix et de prospérité partagée qu'il faut sans cesse renouveler, pour lequel il faut sans cesse se battre face au retour de la guerre, mais aussi à l'explosion de la précarité, que ce soit sur le territoire européen ou à travers la planète. Et puis, je vous l'ai dit, le dernier enjeu pour tout le monde, je crois, c'est de se battre contre l'extrême droite. Et je crois, oui, que l'Europe est le bon endroit où nous pouvons instaurer et garantir des solidarités importantes, les droits des femmes, et je pense à Mélanie, en inscrivant le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour protéger les femmes à Malte, les femmes en Pologne, les femmes en Hongrie, qui peuvent rêver d'avoir accès à ce droit à l'avortement, mais aussi donner le là, donner le ton à travers la planète pour nous protéger évidemment des reculs des droits des personnes LGBTQIA+, de la transphobie, de l'homophobie, tout avec des mesures qu'on peut mettre en place dans l'Union européenne et qui peuvent là aussi servir quelque part de boussole
pour le reste du monde, donner espoir, mener une diplomatie qui aille avec la défense de ses droits, une diplomatie féministe, et puis pour préserver l'état de droit. Et je crois que si on regarde tant du côté de l'Iran ou de l'Afghanistan, que si on regarde du côté du Brésil, qui fut un temps celui de Bolsonaro, de l'Argentine de Javier Milei, de l'Inde et de tant d'autres États, eh bien, le fait que l'Europe réussisse à rester un espace démocratique, un espace qui respecte l'état de droit, malgré tous les défis et les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, est un enjeu absolument crucial et majeur. Et pour ça, eh bien, les écologistes sont là aussi les plus constants, les plus cohérents et peut-être les plus courageux, pour reprendre le mot de campagne du Parti vert européen, pour faire face à l'ensemble de ces forces à la fois économiques puissantes, mais aussi de ces forces politiques qui nous menacent aujourd'hui. Merci beaucoup Marie. Je pense que ça donne effectivement une bonne idée effectivement des enjeux de l'élection et des points importants qui différencient le vote écologiste des autres. Bien évidemment, voilà, du 6 au 9 juin, ce sera un moment unique, en tout cas la bonne opportunité pour décider collectivement de l'avenir de l'Union européenne. Donc, si on se place peut-être dans un horizon un petit peu plus long terme, quelle serait ta vision pour l'Europe de demain plus particulièrement? Alors, ce pourquoi nous nous battons, c'est une Europe de la justice, de la paix et de l'écologie. De la justice parce que, je vous l'ai dit, on a vu dans les 20 dernières années la pauvreté stagner et dans les 3 dernières, la pauvreté exploser. En France comme à travers le monde, sous l'effet d'une crise sanitaire mondiale, évidemment des guerres qui secouent à nouveau notre planète et contre laquelle nous n'arrivons pas à faire face parce que nous avons trop longtemps laissé le libéralisme, le libre-échange se déployer, étendre son emprise, exploiter tant les êtres humains que la planète et détruire la planète, détruire le climat, détruire notre environnement et donc détruire notre santé. L'Europe que nous défendons, c'est une Europe qui place la santé des populations et la santé de la planète en son centre. Une Europe qui fait de la lutte contre la pauvreté sa colonne vertébrale et qui se donne pour mission de respecter un plafond environnemental qui serait constitué par les limites de la planète, donc le climat, la biodiversité, les pollutions diverses, la question de l'eau douce, la protection des océans. Eh bien, on se doterait de ce plafond qui permettrait d'orienter toutes les politiques qui sont menées, les politiques publiques qui sont menées, et puis de ce plancher social, le respect des droits humains, le respect des droits sociaux, la conquête permanente de nouveaux droits sociaux. Si l'Union européenne se donnait cela comme boussole, alors nous serions en capacité d'orienter toutes les politiques qui y sont menées pour permettre quoi, par exemple, eh bien, de produire en Europe ce dont l'Europe a besoin. Et je pense notamment à l'enjeu des médicaments que l'Europe ne produit pas en nombre suffisant. On voit des parents qui courent de pharmacie en pharmacie pour acheter de l'amoxicilline. C'est évidemment un enjeu pour la France, mais au-delà, et un enjeu aussi d'équilibre avec le reste du monde. Donc d'abord, une Europe de la justice sociale. Ensuite, une Europe de la paix, une Europe qui parle, qui parle fort au niveau international, tandis qu'aujourd'hui, eh bien, la voix de l'Europe est relativement peu audible. On l'entend, l'Europe protéger les Ukrainiennes et les Ukrainiens, on voit les efforts qui sont fournis par les Européennes et les Européens, on voit aussi le chemin encore à parcourir pour que nous puissions nous mettre en capacité tant de soutenir l'Ukraine face aux attaques de Vladimir Poutine que de défendre d'ailleurs les pays baltes ou la Pologne parce que euh, les velléités impérialistes de Vladimir Poutine, on le sait, ne s'arrêteront pas à l'Ukraine et on le voit d'ailleurs déjà avec toutes les ingérences étrangères. Une Europe qui soit en capacité de parler pour défendre le peuple palestinien quand il est écrasé ainsi par le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Une Europe qui soit capable de porter un projet de paix tenant compte de la géopolitique des ressources et du climat, donc de cet enjeu d'accès aux ressources, à l'eau, à l'alimentation et au bien-être qui fomente la grande partie des conflits aujourd'hui à travers le monde et auxquels il nous faut absolument répondre. Cette Europe-là, nous la portons, nous la défendons, nous défendons une défense commune, nous défendons une diplomatie commune, nous défendons une armée commune, nous défendons une Europe forte et nous pensons que la France sera d'autant plus forte que l'Europe sera forte, mieux à même de protéger ses ressortissantes et ses ressortissants aussi à l'étranger. Et puis, le dernier point, c'est évidemment une Europe de l'écologie. Une Europe qui se donne pour objectif de revenir dans le respect de ces limites planétaires que nous dépassons, c'est-à-dire qui se donne les moyens de protéger le climat, de protéger la nature et donc de protéger la santé. Une Europe qui se met en capacité d'investir, encore une fois, pour produire en Europe ce dont l'Europe a besoin, mais aussi pour assurer la bifurcation écologique, pour produire les énergies renouvelables dont nous avons besoin, pour investir dans le logement, pour mieux protéger ces populations, dans les transports propres
bien évidemment, plutôt que de faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire dépenser 2 fois plus d'argent dans la route que dans le train. Une Europe qui se mette en capacité de sortir des produits chimiques et toxiques qui provoquent des allergies, des maladies chroniques, malheureusement des décès prématurés, qui se donne les moyens de le faire sur son territoire, mais aussi à l'étranger, en cessant d'exporter et d'importer des produits qui sont dangereux, tant pour la santé des êtres humains que pour la santé des écosystèmes. C'est cette Europe-là que nous défendons. Et pour ce faire, on a besoin d'une Europe qui soit approfondie. On a besoin de ce sceau fédéral qui passe à la fois pour une nation, par une assemblée constituante, pour donner le pouvoir au peuple, pour que le peuple européen décide lui-même de ce vers quoi il veut aller. Nous avons la conviction profonde, parce que ça a été aussi porté dans le cadre des conventions citoyennes qui ont été tenues sur l'Europe ces dernières années, que cette Europe-là, elle serait plus démocratique, plus respectueuse de l'état de droit, plus respectueuse des droits humains, qu'elle serait aussi plus écologique et plus juste, parce que ce sont les préoccupations et les volontés des citoyennes et des citoyens européens. Cette Europe approfondie, ce sceau fédéral, il reposerait aussi évidemment sur une union fiscale, monétaire, bancaire, économique, beaucoup plus approfondie, beaucoup plus coordonnée. L'Europe doit se donner les moyens de son action à travers, par exemple, des ressources propres, et nous proposons, dans le respect des principes précédemment cités, que cette fiscalité repose évidemment sur les plus pollueurs et sur les plus riches pour pouvoir aider à investir dans notre avenir pour l'intérêt général et le bien commun. Donc voilà, une Europe plus forte pour pouvoir mieux défendre la paix, la justice et l'écologie. Merci beaucoup, Marie. Tu restes avec nous, bien évidemment, aussi pour la partie questions-réponses qui va venir. Mais avant ça, je voulais profiter aussi d'avoir Mélanie avec nous. Bonsoir Mélanie, alors sénatrice évidemment des représentants des Français de l'étranger, mais aussi la présidente du Parti Vert européen. C'est d'abord là-dessus que je voulais t'interroger. Comme tu le sais, hein, début février a eu lieu le congrès du parti et qui a consacré Je donc sais. oui, 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 voilà, bien évidemment. Et donc, qui ont consacré comme Spitzenkandidat le binôme donc de l'allemande Terry Reinke et du néerlandais Bas Écoute pour mener la campagne jusqu'aux élections de juin. Donc, en tant que coprésidente, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la stratégie du PVE pour ces élections? Oui, alors en quelques mots, ça va être difficile, mais je vais faire de mon mieux. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux ce soir. Et voilà, vous êtes habitués, enfin, vous me connaissez sans doute davantage par ma fonction de sénatrice qui vous représente très fièrement au Sénat. Mais c'est vrai que j'ai une autre casquette, une casquette qui pèse lourd en ce moment, qui est la coprésidence du Parti vert européen. Je veux d'abord en dire quelques mots. Les écologistes, depuis que nous existons comme force politique, nous avons toujours été de manière consubstantielle, identitaire, profondément européen. Parce que depuis les débuts de la formation d'écologie politique, il y a toujours eu cette conscience chez les écologistes, à la fois du besoin d'une solidarité transfrontalière, mais aussi du fait que l'écologie dans un seul pays n'avait aucun sens et que c'était l'Europe, au moins l'Europe, qui était l'échelon nécessaire pour mener les politiques publiques qui doivent nous permettre de faire la transition et aussi le cadre nécessaire pour pouvoir avoir la paix sur le continent que nous avons eu depuis déjà plus de 70 ans. Donc, il y a toujours eu, chez les écologistes, un aspect pro-européen très, très fort et c'est pour ça qu'on a été parmi les premiers, à se fédérer au niveau européen. D'abord une fédération des écologistes européens et puis ensuite un parti quand ça a été, légalement possible. Ça fait une vingtaine d'années, mais ça fait 40 ans qu'on existe comme, famille européenne. Les écologistes français, ont fait partie des membres fondateurs de cette famille, politique. Donc je veux dire quelques mots. On est près d'une cinquantaine de partis verts en Europe, pas que au sein de l'Union européenne. On a aussi des partis écologistes en Ukraine, au Royaume-Uni, en Géorgie, etc. On est une famille, Marie l'a dit tout à l'heure, et je pense que c'est important de le répéter, très unis sur le fond des positions. Je crois que vraiment ne pas exagérer en disant que nous sommes la force politique au niveau européen la plus unie. Et c'est pour ça que dans cette élection, c'est tellement important d'avoir conscience du fait que, bien sûr, vous allez toutes et toutes voter, peut-être dans vos pays, peut-être pour la liste en France, mais partout où vous votez, le vote écologiste, c'est un vote pour le même projet. Et ça, c'est extrêmement important parce que aucun autre parti politique européen ne peut dire la même chose. Quand vous voyez les
distance qu'il peut y avoir au sein des autres familles politiques européennes entre ce que disent les Espagnols, les Allemands, les Suédois, etc. Quand vous regardez la famille écologiste européenne, on est vraiment très unis et c'est un vote de confiance parce que vous savez que où vous votiez, quand vous mettez un bulletin vert dans l'urne, vous savez ce qui va se passer ensuite au Parlement européen. Pour ce qui est de la campagne, évidemment, on a fait l'analyse qui est parfaitement cohérente avec ce qu'a dit Marie tout à l'heure, de la gravité et au fond, de l'importance du moment de bascule dans lequel on peut être aujourd'hui avec ces élections. Et c'est pour ça que je rejoins tout à fait ce qu'a dit Marie tout à l'heure. Je crois que c'est les élections les plus importantes, en tout cas que moi, j'ai jamais vécues depuis que je peux voter, et sans doute les plus importantes qu'on vivra de notre vie aujourd'hui, parce que ces élections-là vont déterminer de la capacité ou non de l'Europe de prendre le chemin d'un monde vivable. C'est bête à dire, mais c'est aussi simple que ça. On n'a pas 50 ans pour faire les politiques publiques qu'il faut faire pour sauver le climat, pour sauver la démocratie, pour sauver la justice sociale. On ne peut pas dire à la biodiversité, aux écosystèmes, écoutez, on a un problème, l'extrême droite est élevée en France, est-ce que vous pourriez patienter 10 ou 15 ans avant qu'on résolve nos problèmes? Ben non, on ne peut pas en fait. On est dans un moment où c'est maintenant qu'il faut agir, et dans un moment où, alors qu'en 2019, on avait eu cet élan porté par la jeunesse, grâce à la jeunesse, et c'est pour ça que je veux aussi envoyer un message à tous les jeunes qui sont pas sûrs encore d'aller voter le 9 juin. Vous avez fait l'histoire en 2019. En 2019, ce sont les jeunes qui ont permis la vague verte, et grâce à la vague verte, il y a eu le pacte vert. Et grâce au pacte vert, on a amorcé la transition. Ce sont les jeunes qui sont allés voter en 2019, qui se sont dit, on est allé dans la rue, et ben maintenant on va aussi aller dans les urnes. C'est un pouvoir immense et ça a eu un impact. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un moment où tout peut basculer parce que, alors qu'il y avait eu cet élan en 2019, on voit aujourd'hui à la fois la droite, les libéraux rejoindre et parfois s'allier et parfois voter avec et parfois avoir une stratégie commune avec l'extrême droite contre le pacte vert qui est devenu voilà, le bouc émissaire de tous les problèmes du monde absolu, contre le climat, donc contre la justice sociale et contre en fait l'idéal du projet européen, la démocratie elle-même. Pendant très longtemps, on a eu une extrême droite en Europe qui faisait campagne sur quitter l'Europe, arrêter l'Europe. On voulait le Frexit, le Brexit, machin, etc. Aujourd'hui, c'est plus ça leur projet, hein. Le projet des extrêmes droites, c'est de détruire l'Europe de l'intérieur. C'est de s'allier avec ceux qui sont à côté d'eux pour démanteler tout ce qu'on a construit depuis 75 ans. Et donc, c'est un moment extrêmement important où tout est possible. Et je veux vraiment aussi répéter ça, il y a un grand danger, mais il y a aussi un magnifique possible devant nous. On a beaucoup à perdre, mais on a beaucoup à gagner. Et en fait, rien n'est fait. Tout peut arriver. Et les Espagnols et les Polonais nous l'ont montré. En se mobilisant, en fait, on peut gagner. Alors, c'est dans ce contexte-là, parce qu'on voit à la fois l'importance, tout ce qu'on peut réussir ensemble, mais aussi tout ce qu'on risque de perdre, que, comme disait Marie, le Parti vert européen a décidé de faire campagne sur le thème du courage. Parce qu'on s'est dit, on n'est pas naïf. Être courageux, c'est pas être naïf et c'est pas ne pas voir le danger. C'est considérer rationnellement qu'il y a quelque chose qui est plus important que le danger. Et ce quelque chose, c'est la possibilité qu'on a comme société démocratique et libre de construire un monde dans lequel chacune et chacun puisse vivre sur une planète en bonne santé, s'occuper de ses enfants s'il en a, ne pas avoir d'enfants s'il n'en veut pas, et vivre avec des droits, des libertés fondamentales égales partout. Et donc, on a décidé de faire une campagne où on assume qui on est. Pas une campagne où on se défend. Ah, ils attaquent le Green Deal, alors on va essayer de dire non, mais c'est pas si grave le Green Deal. Non, on va faire une campagne où on assume complètement que non seulement on veut défendre le Green Deal, le pacte vert, pardon, mais on veut l'étendre. On veut faire un pacte vert et social. On veut associer à toutes les mesures qui ont été prises pendant ce dernier quinquennat, enfin mandat au niveau européen, un grand projet d'investissement pour pouvoir qu'enfin il y ait, face aux objectifs climatiques, des investissements permettant de faire de la justice sociale. On ne veut pas juste
défendre, protéger les libertés fondamentales et empêcher qu'elles soient attaquées. Non, on veut les faire progresser, on veut aller plus loin. C'est pour ça qu'on veut une Europe fédérale, une Europe qui ait vraiment la capacité de légiférer sur nos droits publics et sur nos libertés fondamentales, une Europe dans laquelle une majorité démocratique au Parlement européen puisse permettre aux Hongroises et aux Hongrois de vivre dans une démocratie, même quand Viktor Orban n'est pas d'accord. Et une Europe qui ne fasse pas que essayer d'arrêter Vladimir Poutine, mais qui investissent dans la transition, parce que c'est aussi une question de paix. Je crois que le moment de l'attaque de la Russie en Ukraine a mis en évidence que la transition écologique, c'était pas qu'une question, c'est une question de climat, c'est une question de biodiversité, etc. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une question de sécurité et de protection de nos valeurs et de la démocratie. Et c'est pour ça qu'il faut une Europe qui soit capable d'agir sur la scène internationale, qui soit forte, qui ait une défense commune, qui ait une politique étrangère et de sécurité commune, et qui soit plus bloquée dans ses vétos, dans le chantage d'Orban, etc., etc. Et donc, tu le disais, on a adopté à Lyon un programme pour ces élections européennes qui est très ambitieux, qui nous unit. Je rappelle qu'il a été adopté à 99%. Donc, je ne vous raconte pas des salades quand je vous dis qu'on est très unis, mais en plus, c'est un vrai programme. C'est-à-dire que celles et ceux qui ont du temps pour faire ça, et en plus, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Je vous conseille vraiment d'aller voir les programmes des autres partis politiques européens. Ça fait quelques pages, il n'y a pas grand-chose dedans. On se dit vraiment, mais mon Dieu, mais si c'était eux qui avaient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ce qui est marquant, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas d'idée, en fait. C'est pas ça. C'est qu'ils sont pas d'accord entre eux, en fait. Alors que quand vous comparez ce que disent les écologistes européens, et c'est un programme qui a été construit pendant plus d'un an, avec beaucoup de chercheurs, avec des experts, avec la société civile, on voit bien qu'on a un programme complet, solide, et que si on arrivait à la tête de la Commission européenne, ben, on saurait quoi faire pendant 5 ans. Donc voilà, dans ce programme, et je finis rapidement, il y a 3 axes importants. Le premier, c'est la question du lien intrinsèque entre la transition écologique et la justice sociale. Les écologistes n'ont jamais considéré que la justice sociale était un accessoire de la transition verte, au service de la transition verte. C'est exactement l'inverse. La raison pour laquelle nous voulons faire la transition écologique, c'est parce que c'est la seule manière d'avoir la justice sociale. La crise climatique, c'est une crise qui en premier fait payer le prix aux plus vulnérables, et c'est pour elles et pour eux qu'on veut mettre en œuvre notre projet. La deuxième chose, c'est d'assumer parfaitement d'être fédéraliste. On est la seule famille politique européenne à écrire dans notre programme commun que nous sommes fédéralistes. Et le troisième axe très important, c'est par notre position extrêmement forte sur les dictatures extérieures, de faire front absolument à l'extrême droite. Une petite dernière chose, nous avons eu en 2019 une vague verte qui a été très centrée sur le nord et l'ouest de l'Europe. Et mon travail aussi, comme coprésidente du Parti vert européen, c'est de développer l'écologie politique au sud et à l'est de l'Europe. Et d'ailleurs, je vous parle là maintenant depuis Bucarest, où j'espère et je pense que ce sera possible, que nous arriverons à élire pour la première fois de l'histoire de l'écologie politique européenne un député européen écologiste en Roumanie. Une des missions depuis ce quinquennat, ça a été de faire progresser l'écologie à l'est et au sud de l'Europe. Et je crois que le 9 juin, nous allons engranger des victoires et s'élargir géographiquement. Et ce sera la base pour construire évidemment plus largement. Et merci beaucoup Mélanie. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc je vais proposer peut-être à Céline et à Jean Bacca de passer aux questions-réponses et de voir un petit peu les questions qui ont été triées sur le volet. Alors, merci beaucoup. On a beaucoup de questions, en effet. Continuez à nous les envoyer. Alors, je vais me permettre de les grouper et les reformuler un peu pour qu'on gagne du temps. Alors, on a des questions à la fois sur le fond du programme et sur la stratégie. Alors, je vais commencer par le fond du programme. On a des questions d'ordre un peu économique, renforcement de l'échelon européen pour lutter contre des pratiques concurrentielles, par exemple, sur le niveau social, notamment avec la Chine. Michael, tu as travaillé avec Marie, toi, sur ces questions pour le programme, les questions économiques, les questions sociales, les questions fiscales
sociale et financière. Vous avez notamment publié une tribune. Je voudrais juste t'interroger peut-être très simplement sur la question de crise bancaire, de crise financière en lien avec cette question de la concurrence, si tu peux nous faire un peu un package global, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur cette thématique. Avec plaisir, merci Céline. Bon, je serai bref, il y a peu de temps et on pourra en parler pendant des heures. Il s'avère que je suis spécialiste des crises financières, donc c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour la prédire, je suis plutôt là pour l'éviter, qu'elle soit bancaire, financière ou climatique, hein, parce qu'on ressort jamais indemne d'une crise, quoi qu'on en dise. Ce que j'observe, en tout cas, en tant qu'expert du sujet, c'est qu'effectivement, les crises financières et économiques augmentent en fréquence et en intensité, hein. On est dans une espèce de cercle vicieux. Un cercle vicieux aussi où la solution est rarement la plus optimale et que la solution utilisée pour résoudre, je mets entre guillemets, la solution utilisée pour résoudre la crise précédente fait en général le lit de la suivante. Si on prend la crise des subprimes, ça a suivi une augmentation des déficits, une baisse de la croissance et on s'est tapé une crise des dettes souveraines qui a amené à un quoi qu'il en coûte, où on a dépensé sans compter, politique de la Banque centrale notamment, qui entrait dans un territoire un petit peu inconnu, hein, avec des nouveaux outils, ou la crise inflationniste dont on commence tout juste à sortir, qui a aussi provoqué voilà, un côté quoi qu'il en coûte, dépenser sans compter, des chèques énergie, alors qui étaient peut-être nécessaires, mais dont les signaux n'étaient pas les meilleurs, hein, puisque ça démontrait que ces signaux, que polluer était OK. Et puis, quand on regarde ensuite derrière à qui ça a profité, les super profits, etc., on peut se poser la question un petit peu de ces dépenses sans compter. On questionne même plus, en fait, hein. On se dit plus qui ou quoi, mais on dit combien. Voilà, ça devient naturel. Puis ça conduit aussi à l'inaction, c'est-à-dire plutôt que d'essayer d'anticiper les crises, plutôt d'essayer de les réparer et ne plus discuter de la qualité de la dépense, ni regarder à qui profite le crime. Donc moi, le message que je voulais porter aussi avec Marie et avec Stéphanie Colistière aussi, avec qui on a coécrit cette tribune, c'était voilà, de reprendre aussi le contexte des crises bancaires de 2023, qui sont aussi des raisons qui pourraient nous empêcher, pourraient nous ralentir de penser à la crise climatique, parce qu'évidemment, il y a un coût quand il faut gérer ces crises bancaires. On sait que la finance, en plus, n'est pas innocente dans l'état de cause et dans la situation dans laquelle on est d'un point de vue climatique. Et donc, il ne faudrait pas qu'une crise économique non plus nous empêche de penser la gestion de la crise climatique, ce qui est déjà un petit peu le cas, hein, puisqu'on voit à quel point aussi toutes les crises d'hier encouragent l'austérité d'aujourd'hui et en quoi ça nous ralentit. Et puis je terminerai en disant que le risque de crise financière ou bancaire, il ne faut pas l'écarter. La finance, ça reste pour beaucoup le nerf de la guerre, souvent une excuse aussi pour ne pas agir. Et puis si on se réfère un petit peu au discours Sorbonne bis de Macron, on a eu le discours d'un banquier avant tout. On ne se refait pas. Il a beaucoup parlé de ce qu'on appelle l'union de l'investissement et de l'épargne, en fait, qui est un projet pour essayer d'américaniser les marchés européens et donc qui créera encore plus de financiarisation, d'importance de ce qu'on appelle le shadow banking. C'est quand même un risque. Je ne sais pas si on veut américaniser l'Europe de ce point de vue-là. Et puis, il voulait aussi réduire les exigences des banques parce que dans son monde, pour Paris, un autre Londres est possible. Donc, ça fait partie aussi des choses dont il faut se méfier et qui nous empêchent pour au contraire plutôt repenser le métier de banquier, quelque chose d'un petit peu plus proche de ce dont on a besoin, sortir de l'extractivisme, de l'exploitation du court-termisme. Nous aussi, en tant que Français de l'étranger, on aimerait bien voilà, repenser un petit peu la fonction de bien public, de service public aussi de la fonction bancaire, pouvoir avoir accès à un compte qui soit sûr et partout dans le monde, par exemple. Mais en tout cas, le message que je voulais faire passer, c'était peut-être voilà, d'une approche plus qualitative que quantitative, où on dépense sans compter, et d'éviter cette régulation et cette habitude d'être en réaction et d'être plutôt dans l'anticipation, parce qu'avec la crise climatique, il y a des points de non-retour, etc. Et donc éviter, bien évidemment, cette habitude un peu feignante finalement qu'on a pris d'essayer de réparer les pots cassés plutôt que d'anticiper et effectivement clairement sur la cause écologique comme sur la cause climatique, ça ne serait pas au niveau. Donc c'était un petit peu aussi l'esprit de ça. Mais pour tout le reste, voilà, je vous renvoie déjà à la tribune elle-même et au programme pour voir un petit peu les détails aussi des propositions financières et économiques. Merci Mickaël. Et peut-être sur l'angle social, Marie, on a une question à la fois comment positionner l'Europe donc face à la Chine et face à cette espèce de dumping social vers le bas, et aussi une question sur un peu la même problématique par rapport à l'agriculture, comment protéger l'Europe en maintenant la qualité de ce qu'on y produit.
Je sais qu'on a des agriculteurs sur la liste, donc je te laisse nous en parler. Ouais, on en a surtout un, Benoît Biteau, qui est paysan en Charente. Alors, il n'est pas hors de France, mais, mais ça reste notre paysan. Alors, les deux questions en même temps, c'est voilà, à la fois ça répond aux mêmes logiques et à la fois on pourrait distinguer les deux hein, pour y répondre. Mais d'abord sur la question de la protection face au dumping qui est lié aux accords de libre-échange, mais pas que, puisque avec la Chine, nous n'avons pas d'accord de libre-échange, mais des accords d'investissement et commerciaux divers. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un vrai enjeu en Europe, de produire en Europe ce dont l'Europe a besoin. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de certaines choses, hein, les produits toxiques, les énergies fossiles en particulier, mais qu'il faut aussi nous doter de certains atouts. Je vous donne deux exemples. On a perdu 50% de l'emploi dans le textile pendant les dernières décennies, sans parler de la sidérurgie, et on importe 60 à 80% des substances et principes actifs qui sont à l'origine de nos médicaments de Chine et d'Inde. Donc, on a besoin de changer ça pour que les Européennes et les Européens puissent disposer de ce dont ils et elles ont besoin, simplement pour des raisons de subsistance. Donc, pour faire ça, on a besoin de trois choses. Un protectionnisme. Et donc, ça vaut aussi pour l'agriculture, donc j'y reviendrai pas. Mais un protectionnisme que nous souhaitons vert et social. On a réussi à force d'années de travail, à arracher la mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe, qui concerne moins de 50% des secteurs de l'industrie aujourd'hui. On a besoin de l'étendre. On a besoin de l'étendre aux autres produits toxiques, comme par exemple les polluants éternels. On a aussi besoin que ce protectionnisme tienne compte des salaires souvent indignes et indécents, qui sont les réalités des conditions de travail à l'extérieur de nos frontières. C'est bon pour l'Europe et c'est bon aussi pour faire ce fameux effet levier sur les conditions sociales et environnementales de travail à l'extérieur de nos frontières. Donc, du protectionnisme vert, première chose. Deuxièmement, de l'investissement. Et pour ça, désolé, mais on a besoin de tourner le dos à l'austérité que l'Europe a remis en place. Pourquoi? Parce que le pacte de stabilité budgétaire, tel qu'il a été remis en place par les conservateurs, les libéraux et les socialistes, entrave toute capacité d'investissement dans la bifurcation écologique de nos économies, mais crée aussi, de facto, une impossibilité de mener ensemble les politiques d'écologie et de justice dont on a besoin. Pourquoi? Eh bien, parce que les États membres qui oseront s'endetter ou dépenser dans la transition écologique auront à couper sur les dépenses de protection sociale, d'éducation, de santé, de fonctionnement, et que ça, ce n'est pas possible pour les écologistes. Donc, on a besoin de changer ces critères-là et de revenir sur la remise en place de cette politique d'austérité. C'est absolument indispensable. Pour vous donner un chiffre, on a besoin, pour tenir nos objectifs climatiques, sans même parler des produits toxiques ou de la relocalisation de l'économie, de 260 milliards d'euros en plus d'argent public investi pour pouvoir tenir tout simplement nos objectifs climatiques. C'est colossal. C'est de la bonne dette parce qu'elle prépare notre avenir. Il faut le faire de façon responsable. Et c'est exactement ce que nous proposons en lien avec ce qu'a souligné Mickaël tout à l'heure. Et puis, troisièmement, on a besoin de passer d'une économie qui détruit à une économie qui répare. Pour ça, il y a plusieurs leviers. La commande publique, évidemment, avec un Buy Green and European Act, ou encore le fait de baisser la TVA sur les produits qui sont faits en Europe et bons pour la santé. Ça permet aussi, ça permet de défendre le pouvoir d'achat et ça permet de soutenir toutes ces entreprises, tous ces entrepreneurs qui aujourd'hui essayent de défendre une économie de la vertu, quand encore aujourd'hui on a une forme de primo-vice avec des profits colossaux qui peuvent être effectués sur le dos de la planète et des travailleurs et des travailleuses et des droits humains. Donc c'est tout ça. Et puis pour l'agriculture, on a besoin d'une PAC plus verte, plus juste, qui fonctionne à l'actif, c'est-à-dire à l'emploi plutôt qu'à l'hectare, qui rémunère les bonnes pratiques écologiques, qui soutiennent les paysans bio. C'est ce que Benoît Biteau, qui est notre 6e de liste, raconte en permanence. On a besoin d'outils de régulation des prix, on a besoin de ce protectionnisme, de sortir des accords de libre-échange et de contenir les marges de l'agro-industrie. Mais on a aussi besoin d'investir pour accompagner les paysannes et les paysans qui le souhaitent, et ils le souhaitent très majoritairement aujourd'hui, à pouvoir changer de pratique. Aujourd'hui, ce que nous disent les paysannes et les paysans, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas les revenus qui leur permettent d'opérer cette transition, de sortir des pesticides, par exemple, ou de sortir des engrais chimiques. On a besoin de leur garantir une visibilité sur les revenus à 3 ans. On a besoin d'investissements publics pour changer de tracteur, pour changer d'entrepôt, pour se former à de nouvelles pratiques. Pour l'instant, les paysannes et les paysans sont seuls, isolés, avec des revenus de misère, alors qu'ils travaillent du matin au soir et du soir au matin pour nous nourrir. Et c'est absolument indispensable que de les accompagner dans cette transformation écologique. Et puis, on a besoin de nouvelles protections sociales. Et on voit à quel point les inondations, les feux de forêt, les floraisons précoces accompagnées de gelées qui viennent détruire les récoltes, les mettent évidemment en difficulté. Donc, on a besoin d'inventer les protections sociales du 21e siècle dans l'ère du dérèglement climatique. Voilà, donc j'ai été un peu rapide, un peu dense, mais c'est parce que les questions étaient, le requéraient.
Merci beaucoup, Marie. On a beaucoup de questions. Alors, continuez à être rapide et dense parce que sinon, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Je vais passer à une question de stratégie qui revient beaucoup. Pour le dire très rapidement, d'une part, pourquoi n'êtes-vous pas allié avec le PS? Et d'autre part, plusieurs personnes mentionnent qu'elles sont choquées par la violence en politique, les invectives et la montée de l'extrême droite. Et elles vous demandent qu'est-ce que vous proposez pour faire face à ça. Peut-être je Rapide et peux... dense. Ouais. Tu veux y aller, Mélanie? Tu peux faire un premier jet. Vas-y. Vas-y. Ok, bon, ça, alors... Non, mais alors, il y a parce que c'est encore plus facile de le dire en n'étant pas en train de faire en particulier campagne en France, mais mais en étant en train de faire campagne au niveau européen. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le projet de la social-démocratie, qui est un projet qui a eu une importance dans l'histoire de la gauche européenne, etc. Et qui est un projet avec lequel nous avons des lignes de convergence sur certains sujets. Et d'ailleurs, on travaille avec les sociodémocrates très régulièrement sur un certain nombre de sujets. La question, ce n'est pas le même projet que le projet des écologistes, c'est un projet différent. Marie a beaucoup parlé d'austérité, elle a raison. On ne pourra pas faire la transition écologique avec les règles budgétaires que l'on s'est nous-mêmes mis en votant à la dernière plénière au Parlement européen pour les nouvelles règles budgétaires qui sont en fait une nouvelle cure d'austérité. Et ça, les sociodémocrates l'ont voté. On ne pourra pas faire la transition en continuant de négocier des accords de libre-échange du type Mercosur, etc. Et ça, les sociodémocrates, en majorité, au niveau européen, l'ont voté, etc., etc. Et donc, la question, c'est que aux élections européennes, il faut une clarté sur quel est le projet. Ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas ensemble ensuite, mais ça veut dire qu'on présente aux électeurs un projet cohérent. La cohérence, c'est de négocier, de discuter, de collaborer après qu'on ait été élu, après que les citoyens aient choisi, et non pas avant. Et nous portons un projet différent. Les écologistes sont fédéralistes, profondément fédéralistes. Ce n'est pas le cas de la famille socialiste européenne. Les écologistes sont contre l'austérité. Ce n'est pas le cas de la famille socialiste européenne. Les écologistes sont opposés aux accords de libre-échange tels qu'ils ont été construits par la Commission européenne ces dernières années. Ce n'est pas le cas de la famille socialiste européenne. Les écologistes se sont battus contre la PAC qui a créé le problème de la crise des agriculteurs aujourd'hui en ne redistribuant pas les richesses qui sont très importantes, qui sont produites par notre système agricole, mais en focalisant les aides sur 20% des fermes et en laissant 80% des autres moins aidés, surtout les plus petites productions qui sont les plus durables. Et ça, la social-démocratie européenne l'a voté. Donc, je crois qu'il y a une importance en général en politique à être clair. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, ça veut pas dire qu'on est des ennemis, ça ne veut pas dire qu'on ne se respecte pas, mais c'est justement parce qu'on se respecte qu'on présente en clarté des projets différents et c'est les citoyens et les citoyennes qui tranchent. Ah bah, du coup, je prends et je complète, mais je serai plus rapide grâce à Mélanie. Je vous l'ai dit, l'enjeu aujourd'hui, c'est lequel? C'est celui d'être en capacité de répondre au dérèglement climatique, à la destruction de la planète, et ce, dans la justice, parce que ce ne sont pas les plus modestes qui ont causé le dérèglement climatique, et donc ce n'est pas non plus à eux de payer l'addition, et que de toute façon, la justice est absolument notre horizon. Or, en la matière, les écologistes, en particulier les écologistes européens, sont les seuls à être clairs, à être constants et à être cohérents. Sur la question de la cohérence, attention à ce qui se dit pendant les campagnes, parce que pendant les campagnes, effectivement, les socialistes euh, empruntent les mots de l'écologie, empruntent les formules et les propositions de l'écologie. Mais dans la réalité, Mélanie vient de le souligner, au moment de choisir, eh bien, ils choisissent toujours le soutien au modèle dominant destructeur plutôt que la bifurcation écologique qui demande des transformations profondes. C'est vrai au niveau européen. Mélanie a parlé du détricotage environnemental de la PAC. Elle a parlé du pacte d'austérité. Je pourrais aussi parler des méga-camions qui ont été soutenus dans leur quasi-unanimité par les socialistes européens. Et puis, on peut regarder du côté de ce que font les socialistes en France. Le soutien invétéré à la pêche industrielle contre la pêche artisanale et la pêche des territoires en Bretagne, jusqu'à aller importer des poissons depuis le port d'Oman. C'est quand même un tant soit peu loin de ce qui se passe sur notre territoire et de ce qu'il faudrait faire pour protéger les écosystèmes. Ou encore en Occitanie, en développant la 69, qui est une autoroute injuste, climaticide, destructrice de biodiversité, décriée non pas par
un ou deux, non pas par une dizaine, non pas par une centaine, mais par des milliers de scientifiques qui demandent aux socialistes de ne pas réaliser ce projet-là. Et donc, eh bien, les socialistes, on leur demande dans cette campagne d'être clairs eux aussi, d'être cohérents, d'être honnêtes quelque part sur le projet qu'ils entendent mener. Et plutôt que d'emprunter les mots d'écologie, de faire de l'écologie au quotidien, ce serait déjà pas mal. Et puis, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a de l'autre côté de l'échiquier politique, et en particulier chez Jean-Luc Mélenchon, une forme de brutalisation constante de la vie politique. Alors, il n'est pas le seul. On pourrait parler de Dupond-Moretti, de ses emportements dans l'hémicycle, évidemment de la droite. Et en fait, tout ce monde-là cède aux injonctions de l'extrême droite qui ont pour pratique cette violentisation de la vie politique, cette brutalisation de la vie politique. Et au moment même où l'extrême droite, représentée en tout cas en France par le Rassemblement national, se dédiabolise, s'adoucit, change de pratique, mais aussi de termes et de façon de mener leurs invectives et le débat politique, eh bien, un certain nombre d'autres partis rentrent dans ce piège qui, je crois, est vraiment un piège, quelque part une faute morale. Et moi, je crois qu'a fortiori entre les gauches, on a ce besoin de réaffirmer un pacte de non-agression, la nécessité que nous avons de construire l'avenir ensemble, mais que ça nécessite qu'on ne soit pas dans l'invective pour l'invective, la brutalisation pour la brutalisation, le chaos par le chaos. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai entamé cette campagne en disant que nous devions poursuivre un horizon de douceur. Un horizon de douceur à la fois comme horizon pour les citoyennes et les citoyens, pour prendre soin des plus vulnérables de nos écosystèmes et de notre santé, mais aussi un horizon de douceur pour refuser cette brutalisation, cette violentisation de la vie politique qui est en cours actuellement et contre laquelle nous devons résister parce que je crois qu'au fond, la réalité, c'est qu'elle ne fait que nourrir les flots d'extrême droite. Et donc, nous portons cette campagne en essayant de tenir bon sur ces enjeux à la fois de clarté, de cohérence, mais aussi cet horizon de douceur. Excuse-moi, est-ce que je peux rajouter juste une phrase parce que je pense que c'est important de l'avoir en tête. Les sociodémocrates ont co-géré l'Union européenne depuis que le Parlement européen existe et qu'il y a des élections européennes et que les citoyens européens peuvent voter aux élections européennes. Les élections, c'est aussi un moment où les citoyens et les citoyennes envoient des messages sur ce qu'ils et elles veulent. La seule fois, l'unique fois où au niveau du continent européen, il y a eu un moment de réalisation qu'il fallait faire une transition et que le continent devait s'adapter, ça a été le moment où il y a eu un vote vert important aux élections européennes, parce que ça a été un message citoyen de dire on veut de l'action climatique. C'est uniquement parce que les gens sont allés voter en 2019 pour les verts qu'il y a eu de l'action climatique. Et donc, si vous voulez ça, si vous voulez qu'on fasse la transition écologique, si vous voulez qu'on construise une Europe fédérale, si vous voulez qu'on défende l'Ukraine, il y a un vote qui permet de le faire à coup sûr. Ça a marché la dernière fois, ça remarchera cette fois-là, c'est le vote vert. Merci. Eh bien, voilà une phrase qui résume beaucoup d'éléments. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, je vais revenir parce que je crois que tu peux rester quelques minutes de plus avec nous alors que Marie va devoir nous quitter sur les problématiques propres aux Français de l'étranger dans une seconde. Mais Marie, avant que tu nous quittes, tu as parlé des problématiques que met en avant l'extrême droite. On a des questions sur notre position sur le droit d'asile et l'immigration et aussi sur la façon dont on peut lutter contre ce sentiment anti-étranger qui se développe en France, évidemment, mais du coup aussi à l'international. Et nous qui sommes du coup les étrangers dans les pays où nous vivons, comment lutter contre ça ? Peut-être que vous auriez plus à m'en dire que l'inverse. Et ça pourrait être intéressant aussi de me dire, voilà, comment vous vivez ça. On n'a pas nécessairement le temps ce soir, mais voilà, pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de me témoigner et de me partager de ce qu'ils et elles vivent et voilà, de ce à quoi ils et elles font face, je pense que c'est important. J'ai vu aussi, Céline, excuse-moi, mais qu'il y avait une question sur l'Iran à laquelle j'aimerais répondre. Donc, si je peux essayer de répondre aux deux. Parce que lors de la dernière session plénière du Parlement européen en avril, il y a une résolution qui a été présentée sur la situation au Proche et au Moyen-Orient et les échanges de bombes, en fait, de missiles, de drones qui avaient été conduits entre les différents États sur le niveau local. Et donc, comme j'ai vu une inquiétude de la part d'une des personnes dans les questions qui avaient été exprimées, je tiens absolument à la rassurer. Les écologistes ont toujours été du côté tant des femmes afghanes que des femmes iraniennes, que des étudiantes et des étudiants afghans et iraniens dans la défense de la démocratie, de la paix, de l'action pour le climat et de tout ce qui fait notre socle de valeurs communs. J'ai d'ailleurs moi-même commencé cette campagne lors de mon premier discours, une fois investi en tant que tête de liste pour ces élections européennes, par rendre hommage et par envoyer tout mon soutien à ces femmes, y compris en Iran, à ces étudiantes et ces étudiants
qui, au péril de leur vie, se battent pour défendre leurs droits, leur liberté, dans un contexte qui est éminemment difficile. Nous battrons toujours contre les régimes des mollahs. Voilà. Et je veux le dire clairement, nous nous battrons toujours contre le régime des mollahs. Cette résolution, elle a été manipulée notamment par l'extrême droite, qui a essayé de faire dire que les écologistes et la gauche étaient étaient pour en fait le soutien au régime des mollahs. Cette résolution ne parlait pas de cela. Elle ne portait pas sur la nature du régime iranien, ni sur les politiques qu'elle menait, ni à l'intérieur, ni même en réalité à l'extérieur de ses frontières. Elle portait sur les échanges de drones, de missiles, de bombes qui avaient eu lieu entre Israël, la Syrie, l'Iran. Et il nous a semblé qu'il était indispensable qu'elle soit équilibrée, et équilibrée notamment dans la condamnation des actes qui étaient ceux du gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. On voit depuis hier que le Hamas a accepté la trêve, que Benjamin Netanyahou poursuit ses attaques sur Rafah. Et pour nous, il était indispensable de condamner cette brutalité extrême qui est celle avec laquelle Benjamin Netanyahou répond aux attaques terroristes et tout à fait condamnables de la part du Hamas. Cette résolution ne l'a pas fait. Elle ne faisait pas cela, elle était déséquilibrée et pour cette raison, nous ne l'avons pas soutenue. Mais soyez-en certains et certaines, nous continuerons à nous battre contre le régime des mollahs en soutien aux femmes iraniennes, aux étudiantes et aux étudiants iraniens, à tous les démocrates iraniens qui se battent pour se défendre et encore une fois, trop souvent au péril de leur vie. Céline, tu m'as aussi posé une autre question qui était celle des questions migratoires. Comment ne pas vous dire que dans cette période dans laquelle, à travers le monde, la xénophobie augmente, la guerre de tous contre chacun, la haine de l'autre augmente, nous voulons rester droits, rester dignes. Et je pense que là aussi, je rebondis sur ce que disait Mélanie auparavant, les écologistes ont toujours été clairs. Nous n'avons jamais bougé d'une semelle pour dire qu'il était de notre responsabilité que de traiter avec dignité tout être humain qui pourrait arriver sur nos frontières. Alors, c'est peut-être difficile de le rappeler aujourd'hui, mais l'Europe s'est construite sur le refus des traitements dégradants infligés à d'autres êtres humains. Elle s'est construite en même temps que se construisait la Convention de Genève sur le droit d'asile pour protéger toutes celles et tous ceux qui fuient les persécutions politiques, la misère ou toutes les violations des droits humains qui pouvaient arriver à travers le monde. Aujourd'hui, l'Europe accueille principalement des réfugiés d'Afghanistan, des réfugiés de Syrie, des réfugiés d'Ukraine, et nous souhaitons tenir bon sur ces enjeux de l'accueil des demandeurs et des demandeuses d'asile. La question migratoire, c'est effectivement une autre question, une question dont nous souhaiterions qu'elle soit traitée au niveau européen. Elle l'est aujourd'hui seulement au niveau des États membres, mais ce que nous refusons d'abord et avant tout, c'est la xénophobie rampante, la xénophobie qui progresse. On n'est pas délinquant, on n'est pas flemmard, on ne pèse pas sur la société parce que nous venons, parce que nous sommes nés quelque part. Ce n'est pas vrai. Et face à l'extrême droite qui ne cesse de brandir des faits divers pour mieux stigmatiser les étrangères et les étrangers, nous devons aussi brandir des faits divers de toutes ces étrangères et ces étrangers qui ont construit la France, qui ont construit l'Europe. C'est une absolue nécessité. Est-ce que nous devons travailler à modifier les politiques qui sont mises en œuvre? Bien sûr, nous avons d'ailleurs voté contre le pacte Asile et Migration, ce qui justifie cela. Nous voulons défendre donc la dignité de chaque être humain, nous voulons défendre les droits des enfants, avec un pacte qui autorise à enfermer des enfants dans des prisons, à les ficher dès l'âge de 6 ans. Nous voulons garantir le droit d'asile, nous voulons travailler à des politiques de co-développement parce que l'Union européenne, par sa politique commerciale, pille aujourd'hui les ressources halieutiques et agricoles des pays des Sud, qu'ils sont frappés en premier lieu par le dérèglement climatique et que nous devons nous acquitter d'une façon ou d'une autre de la dette climatique que nous avons à leur égard. Nous voulons aussi une politique européenne qui travaille sur l'intégration parce qu'on a vu dans l'accueil des réfugiés ukrainiennes et ukrainiens que quand ils avaient disposé d'un travail, d'un logement, en fait, ça se passait bien. Que d'ailleurs, ils exprimaient l'envie, le souhait de rentrer chez eux et que c'est ce que nous souhaitons pour tout le monde, en fait, cette capacité aussi de rentrer chez soi une fois qu'on a acquis la capacité, la sécurité économique, sociale suffisante pour pouvoir le faire. Voilà. Un grand merci Céline et à toutes et à tous pour cet échange ce soir. Et n'hésitez pas encore une fois à me transmettre à la fois vos témoignages, vos questions, vos préoccupations, vos propositions. Je compte vraiment sur vous le 9 juin. On ne pourra le répéter assez. C'est vraiment une élection cruciale, tant pour l'avenir de l'Europe que pour l'avenir de nos droits et que pour l'avenir de la planète et donc de l'humanité.
Merci beaucoup Marie. Et nous, sur le continent américain, ce sera le 8 en raison du décalage horaire. Donc, notez bien les différentes dates selon la zone où vous êtes. Merci Marie. Alors, on a beaucoup de questions. Je sais que tu dois y aller, donc t'inquiète pas si tu dois nous quitter. On ne va pas dépasser de plus que quelques minutes. Mais Mélanie, je voudrais te poser une question sur quel type d'élus on est, nous, les écologistes, quel type d'élus seront les futurs eurodéputés ou ceux qui y repartent. En particulier, avec une question sur l'arrestation de la vice-présidente du Parlement qui a été arrêtée pour avoir reçu des valises pleines de billets du Qatar. Je lis la question telle quelle. Quelles mesures ont été prises pour limiter la corruption des élus européens, faciliter les contrôles et redonner de la crédibilité à l'institution? Et si tu peux aussi peut-être faire le lien avec le rôle du Parlement européen dans le monde et dans l'Europe, on a des questions sur est-ce que ça va remplacer les parlements nationaux et des questions aussi sur serait-il possible d'avoir des consulats européens pour agir en européen à travers le monde. Voilà, je sais que ça fait beaucoup de questions, mais je voulais être sûre de les représenter. Et puis après, on conclura. S'il y a d'autres questions, posez-les sur les réseaux sociaux, on vous y répondra. Merci beaucoup. Je suis désolée, je vais faire très rapidement parce que j'ai un autre engagement et que je ne peux pas être en retard. Et par ailleurs, je déteste être en retard. Mais donc, le Qatar Gate. Oui, alors, les écologistes, depuis qu'on a réussi à former un groupe, on s'est toujours battu pour avoir des règles éthiques plus importantes, à la fois sur l'encadrement des lobbyistes, y compris quand ils font du lobbying pour des puissances étrangères, ce qui aujourd'hui n'est pas considéré comme du lobbying au Parlement européen. Aujourd'hui, c'est les lobbyistes, ce qu'on définit comme lobbyiste, c'est quand vous représentez des intérêts privés. Or, on avait été les premiers, notamment au moment où on voyait qu'on avait beaucoup de lobbying caché de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qui prétendaient passer par des cabinets de conseil qui en fait représentaient leurs intérêts et le masquaient. On avait été les premiers à dire c'est un problème démocratique et il faut que on encadre aussi cette ingérence-là. Depuis qu'il y a eu le Qatargate, pour être franche, il n'y a pas eu de révolution au Parlement européen. Il y a eu quelques mesures qui ont été prises qui globalement vont dans le bon sens, mais qui sont très loin de ce qu'on devrait faire, pour avoir une démocratie parfaite. Cela dit, je dirais quand même une chose importante, c'est que, en France non plus, hein, moi je suis élue au niveau national. Franchement, on a beaucoup d'améliorations à faire, sur la question, de l'éthique, de la transparence, et du contrôle des lobbies et de l'ingérence étrangère. Et je pense qu'au-delà de tout ce qu'on a toujours porté sur le renforcement des règles, sur, l'interdiction des revenus, extérieurs, sur, la transparence des rendez-vous et cetera, sur le fait d'avoir un parquet européen qui soit, qui ait plus de compétences et qui puisse enquêter sur ces questions, qui sont des questions transnationales par définition et aujourd'hui c'est plus compliqué parce qu'il y a pas assez de compétences et de moyens pour que ce soit fait au niveau européen. On a un sujet qui est un sujet démocratique, c'est qu'on a un espace public européen qui est poussif, en fait et le résultat, c'est que, les parlementaires nationaux, moi, pour être très franche, je trouve que, par rapport à quand je travaillais au Parlement européen, les règles au Sénat, eh ben franchement, c'est pas grand-chose, quoi. À part sur la question, de l'utilisation de nos enveloppes budgétaires, ce qui est très bien, sur la question, du lien avec les lobbies, sur la question de la transparence de nos rendez-vous, sur la question de qui, nous envoie des amendements et cetera, c'est beaucoup moins contrôlé qu'au Parlement européen. La grande différence, c'est qu'en France, les journalistes s'intéressent à ces questions-là. Ils s'intéressent à ce que font les parlementaires. Ils vont chercher au niveau européen, comme on a moins, d'espace public, comme les journalistes s'y intéressent moins, comme les rédactions nationales s'y intéressent moins, et ben, c'est toujours, plus compliqué d'avoir, une vigilance citoyenne et donc il y a vraiment un lien entre, ces affaires et puis la construction d'un véritable espace public européen. La deuxième question sur oui, j'avais vu cette question, je l'aime bien. Est-ce qu'une Europe fédérale, ça va supprimer les parlements nationaux? Eh ben non, c'est l'inverse absolu. Le fédéralisme, c'est l'idée qu'il y a un équilibre entre les entités fédérées, qui sont aujourd'hui les États, et l'entité fédérale et un partage des compétences et des ressources en fonction de ce qui est le plus intelligent. Par exemple, on les écologistes, ça fait des années qu'on dit: «La santé, ça devrait être une compétence européenne» parce que par définition, les virus, ils circulent, les médicaments, il faut qu'on les produise et qu'on les échange et cetera. Et ça a été au moment du covid que tout le monde a dit: «Ouais, en fait, c'est vrai, ce serait pas mal qu'on ait une compétence, sur la santé». Donc c'est réfléchir à quelles compétences
et la mieux à quel niveau, et les distribuer, et absolument pas créer un super État. C'est souvent la perception que peuvent avoir les Français, parce qu'on vit dans un système très centralisé, qu'une Europe fédérale, ce serait un méga État. Mais quand vous parlez à des Allemands qui ont l'habitude de vivre dans un État fédéral, une fédération européenne, au contraire, c'est une démocratie où il y a un partage des pouvoirs et au contraire, de forts pouvoirs au niveau des entités fédérées, mais la capacité sur certains sujets clés, et notamment sur la politique étrangère, notamment sur la politique fiscale, notamment sur la politique sociale, la capacité du niveau fédéral à décider, et en particulier sur la question des droits et des libertés publiques, c'est clé parce qu'en fait, aujourd'hui, le fait qu'on ne soit pas dans un État fédéral produit le fait que, on a donné des droits de veto à des États. Alors un coup, c'est le Luxembourg qui veut pas faire, la justice fiscale, un coup, c'est Orban qui veut pas, soutenir, l'Ukraine et qui nous fait du chantage, un coup, c'est et cetera et cetera, et en fait, ça nous handicape pour mener les politiques qu'il faut. Et la troisième question, Le consulat. absolument. Oui, 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 absolument. Alors il y a une forme déjà, de coopération entre les représentations, diplomatiques européennes et parfois des pays où, il y a des consulats qui sont désignés comme pouvant recueillir les ressortissants d'autres pays européens qui n'ont pas de consulat, et les ambassades, la protection diplomatique également. Mais effectivement, et c'est lié à la question d'une Europe fédérale, si vous prenez un État fédéral, par exemple l'Allemagne, eh ben, les Allemands, qu'ils soient de Bavière, du Bade-Wurtemberg, blabla, et ben, ils vont à l'ambassade, au consulat d'Allemagne. Et ben, ce serait la même chose avec une Europe fédérale. Tout citoyen européen aurait droit à être protégé, représenté, pris en charge par la représentation diplomatique européenne. Eh ben, merci infiniment, Mélanie, d'être restée si tard. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusque 10 minutes après l'heure prévue. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Suivez en particulier nos 3 candidats ici présents. Et puis, surtout, mobilisez, votez et faites voter le 9 juin et pour le reste du monde et le 8 juin pour le continent américain, pour que on ait à nouveau une belle victoire écologiste lors de ces européennes. Merci tout le monde et bonne soirée. Bonne journée. Merci. Merci, bonne soirée.